Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le garde des Sceaux, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, madame l'auteur de la proposition de loi constitutionnelle, mes chers collègues, la volonté d'inscrire l'interruption volontaire de grossesse et la contraception dans le marbre constitutionnel n'est pas nouvelle, et ce n'est pas moins de 6 propositions de loi qui ont été déposées entre fin juin et début septembre 2022 sur les bureaux des deux assemblées françaises. C'est bien évidemment l'actualité américaine qui fait que nous siégeons cet après-midi. C'est même l'actualité d'une juridiction, la Cour suprême des États-Unis, où un revirement de jurisprudence, l'arrêt Dobbs versus Jackson, cette année, est venu modifier l'arrêt Roe versus Wade du 22 janvier 1973, qui avait accordé une protection fédérale à l'avortement sur le fondement du 14e amendement de la Constitution des États-Unis, lequel dispose notamment qu'aucun État ne privera quiconque de la vie, de la liberté ou de la propriété sans procédure légale régulière. Désormais, aux États-Unis d'Amérique, la question de l'avortement est redevenue une compétence des États fédérés. Chère collègue Mélanie Vogel, vous avez commencé votre intervention en disant que la Constitution fonderait le contrat social. C'est donc confier à notre texte fondamental une fonction qui ne peut évidemment pas être la sienne. Je m'explique. Si votre proposition de loi était adoptée dans les mêmes termes au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, et enfin par une ratification populaire par référendum, c'est le Conseil constitutionnel qui deviendrait l'instance en charge de veiller à la portée du texte lui-même. C'est risquer de déposséder la représentation nationale de la capacité à modifier les règles qui encadrent l'IVG et la contraception. Depuis 2008, le Conseil constitutionnel peut être saisi de QPC, qui permettrait de rendre contraire à la Constitution des dispositions législatives plus anciennes encore. C'est donc à des membres nommés par le président de la République, celui du Sénat ou de l'Assemblée nationale, qu'il reviendrait d'en décider, qu'ils soient davantage conservateurs ou davantage progressistes, avec par principe l'absence de tout contrôle démocratique de cette institution. Notre pays, conformément à l'article 1er de notre Constitution, est une république indivisible, c'est-à-dire que le législateur dispose d'une plénitude de compétences et les lois appliquées de la même manière à chacun de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire national. À cet égard, aucune comparaison avec les États-Unis n'est possible. Je voudrais revenir sur 2 lois qui aujourd'hui définissent l'accès à l'IVG et à la contraception. D'une part, la loi du 17 janvier 1975, portée par Simone Veil, et personne ne peut remettre en cause évidemment les liens qui unissent le groupe Union centriste et Madame Veil. Madame Veil était alors ministre de la Santé. Elle a porté la loi sur l'IVG qui est venue encadrer la dépénalisation de l'avortement dans notre pays. Depuis, les conditions n'ont jamais cessé d'évoluer, avec notamment son remboursement, le possible accès d'une femme mineure sans le consentement d'un adulte, la suppression des notions de situation de détresse et de délai obligatoire de réflexion. D'autre part, la loi du 28 décembre 1967, portée par Lucien Neuwirth, relative à la régulation des naissances. Depuis, l'accès à la contraception a lui aussi évolué considérablement au fil des années. Il semble important de rappeler qu'aucun parti politique n'a jamais appelé à remettre en cause l'IVG dans son principe, et encore moins la contraception. Nous sortons tout juste d'élections électorales majeures. Or, nous n'avons entendu aucun candidat à la présidentielle, y compris aux extrêmes de l'échiquier politique, remettre en cause les acquis de la loi Veil et la loi Neuwirth. Aucun candidat à la présidentielle. Autrement dit, le risque politique que vous invoquez en France en 2022 n'existe pas, et c'est tant mieux. Notre collègue Mélanie Vogel a insisté en commission sur le fait que, justement, c'est parce que ce droit n'est pas encore menacé qu'il faudrait modifier notre norme fondamentale. Qu'après, il serait trop tard. Cet argument ne m'a évidemment pas convaincu. Par ailleurs, mes chers collègues, n'oublions pas le vrai sujet. Dans un contexte de désertification médicale, c'est le membre de la délégation aux droits des femmes qui le dit, l'accès à l'IVG est parfois rendu très difficile, notamment afin d'obtenir les rendez-vous médicaux obligatoires. Les plus touchées, ce sont les femmes originaires des territoires ruraux. Si le droit existe, il n'est pas appliqué de manière pleine et entière sur le territoire de notre pays. Alors, avant de s'interroger sur la nécessité, avant tout symbolique, d'une inscription dans la Constitution, nous devons, le gouvernement doit, se préoccuper de l'effectivité de l'application de la loi.
Il est vain d'inscrire ce droit dans la Constitution si, au quotidien, dans l'ensemble de nos territoires, certaines de nos compatriotes ne peuvent pas, in concreto, s'en prévaloir. Notre commission des affaires sociales et la délégation aux droits des femmes du Sénat se sont intéressées à ces complexités. Elles estiment que ces sujets reposent avant tout sur l'organisation du système de soins et sur des mesures concrètes du pouvoir réglementaire, dépassant alors largement le débat que nous avons cet après-midi sur la révision constitutionnelle. En respectant les collègues de mon groupe qui ont co-signé cette proposition de loi constitutionnelle, ou ceux qui s'apprêtent à voter pour cette proposition de loi constitutionnelle, le groupe de l'Union centriste, dans sa majorité, suivra les conclusions de Madame la rapporteure Agnès Canayer et ne soutiendra pas l'adoption de ce texte.